Tu peux essayer. Alors. Donc, dans l'exercice, du coup, on avait besoin de 2 PF-Sense. Je vais les reprendre rapidement pour montrer là où il fallait faire attention. Ouais. Parce qu'il fallait 2 réseaux. Parce que quand on va vouloir faire le VPN, il va falloir faire entre deux routeurs. Donc c'est pour ça qu'il nous faut 2 PF-Sense qui étaient reliés ensemble via le WAN. Donc là, je vais refaire configuration rapide pour remontrer des choses où il faut faire attention du coup, pour pas vous emmêler les pinceaux, comme c'est déjà arrivé quelques fois. Donc là, PF correction. Je vais mettre processeur de cœur, allez, hop. Je vais mettre 2 Go histoire de. Donc ça, là, je vais le faire après. Ça, je laisse tout en standard, je laisse à 20 Go. Customise. Donc, je vais rajouter tout de suite la deuxième carte. Et donc là, par contre, si on peut lever le retour. Je la finish. Donc la première étape, moi ce que je vous conseille, avant même de lancer les machines, voire même de les créer, vous allez dans l'éditeur de réseau. Faites change setting. Et vous créez vos réseaux. Là ici, donc dans l'exercice, j'avais dit que j'avais besoin du réseau 10.0.0.0 qu'on allait du coup laisser en NAT pour avoir de la connexion internet. Et lui, du coup, c'est le WAN, puisque c'est celui qui a la connexion internet, qui reçoit la connexion internet, donc c'est lui qui est le WAN. Ensuite, j'ai créé le VMnet 18 que j'ai mis pour le réseau 200, parce que j'ai dit que un des PF-Sense avait le réseau 10 et dans le WAN et le LAN était en 200. Donc je l'ai créé et j'ai fait la même chose pour le réseau 100. Donc là, pour éviter éventuellement des allers-retours, vous pouvez prendre un stylo pour vous noter que le VMnet 8 ça correspond à votre réseau 10, que le 18 ça correspond bien au 200 et que le 19 ça correspond bien au 100. Comme ça vous évite de faire des allers-retours. Donc là, je valide, je vais dans mon PF-Sense. Du coup, j'ai dit que le WAN c'était le NAT. Et pour être sûr, je vais le choisir dans le custom. Comme ça, je suis sûr d'avoir bien choisi le VMnet 8 que j'avais configuré en NAT. Bon, le NAT, il n'y a pas de problème parce que de toute façon, vous pouvez avoir qu'un seul réseau en NAT. Donc normalement, il est censé prendre automatiquement. Par contre, quand vous avez plusieurs réseaux host only, il faut éviter de prendre cette ligne-là parce que vous n'êtes pas forcément sûr duquel host only il va prendre. Parce que le host only, par contre, vous pouvez en avoir plusieurs. Qui est notre cas ici. Et donc du coup, adapteur 2, je vais faire custom et je vais prendre celui qui est en 200. Donc je choisis directement le VMnet 18 parce que j'avais noté que c'était celui-là qui était à 200. Ensuite je lance. On laisse charger. On accepte la licence, on installe PF-Sense, on prend l'UFS, on prend tout le disque. Bon. Et là, un peu comme j'ai fait par défaut, je suis en BIOS, donc je fais OK. Et je fais Finish. Commit. Bon, normalement, cette partie d'installation en elle-même de PF-Sense, normalement, son
censé marcher à peu près tout seul, même si bon, la première fois il y a eu quelques-uns qui avaient eu des bugs. Normalement cette partie-là, ça passe. Voilà, je reboot. Pour qu'ils finissent bien les choses. Allez, configure les interfaces. Ouais, c'est de vérifier le DNS. Et vérifie le DHCP, le pare-feu, voilà. Et donc là, on voit qu'il nous a mis directement une adresse sur le WAN en DHCP. Et ça tombe bien, c'était bien celle qu'on voulait. Donc la EM0, on peut la laisser comme ça, elle est bien dans le... Elle est bien, mais on va quand même la reconfigurer après. Donc là, au niveau d'assigner les interfaces, il n'y a pas besoin parce qu'on voit que le NAT, on veut qu'il soit le WAN, il est déjà fait. Et du coup, je vais faire... bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la passer en statique. Et il va y avoir un intérêt à ça parce que ça va régler un problème que certains d'entre vous ont eu en ayant du coup le WAN en DHCP. Donc là, je vais faire la commande 2 pour régler les interfaces. Ici, je choisis le 1 parce que je veux configurer le WAN. Donc, je ne le veux pas justement en DHCP. Donc ici, faites 10.128.0. On va mettre 25 par exemple. Ensuite, le masque de sous-réseau. Donc ici, on est en 10, donc on est en classe A. Donc on met 8. Ensuite, est-ce qu'on veut configurer? Voilà, c'est là qu'il faut faire attention quand vous le configurez en manuel. Et c'est ça qui manquait des fois quand vous avez configuré en DHCP, qui n'était pas bien récupéré. C'est l'Upstream Gateway. C'est-à-dire, c'est l'équivalent chez vous de votre box. C'est ce qui va vous permettre d'aller vers Internet. En l'occurrence, sur la partie du LAN, ça va être l'adresse utilisée par VMware dans le cadre de ces settings LAN. Donc ici 10.0.0.2, puisque c'est toujours la deuxième adresse du réseau qui est utilisé par pfSense pour la gateway. Donc il demande si on veut que ça soit la passe. On n'avait pas internet. Hein? Si on n'a pas fait ça, c'est normal qu'on Ça peut jouer. Donc au-dessus, j'ai tapé l'Upstream Gateway. Comment on pouvait ça? Non, 8 c'est le masque. Ça veut dire quoi, Upstream Gateway? C'est la passerelle qui permet d'aller au-dessus. C'est-à-dire d'aller vers l'extérieur. Avec l'autre passerelle, Le VMware, le pfSense qu'on fait, lui c'est une passerelle entre deux réseaux internes, on va dire. et ça, c'est... Ça, c'est une passerelle entre... Ça c'est la passerelle qui permet d'aller du coup de ton réseau WAN vers Internet en fait.
Et du coup, si tu la mets pas ou qu'elle n'est pas bien configurée, tu peux ne pas avoir internet du coup. Et il y en a certains qui, des fois, les informations étaient mal reçues de VMware, ou parce que c'était en DHCP, c'était des fois mal reçu aussi. Si on se met en bridge, on est obligé de mettre ça? En bridge, normalement, tu es obligé d'en mettre une quand même, Ouais. de celle de ta box. Parce que du coup, la passerelle, faut qu'il ait une route qui aille vers Internet en fait. C'est ça qu'il faut mettre dans l'Upstream Gateway. C'est ça qui a posé certains problèmes des fois pour avoir Internet. Donc là, je dis que c'est la passerelle par défaut. Et donc là, on veut pas d'IPv6. Donc on fait dans pour le DHCP. Et on met pas d'adresse, comme ça, il en prend pas. Là, on va pas mettre de serveur DHCP sur le pfSense. Donc on fait non. Et là, on fait non, on veut rester en HTTPS pour la configuration. Voilà. Entrée pour continuer. Là, du coup, on a bien mis le WAN en statique. Maintenant, on va faire la même chose sur LAN, parce que oui, Le gateway là. oui, l'Upstream Gateway. Parce que vous étiez En WAN. en WAN. Oui. En LAN, effectivement, il ne faut pas mettre d'Upstream Gateway, sinon il va le considérer comme si c'était une interface WAN, au lieu que ça soit une interface LAN. Mais pourquoi moi, quand on l'a fait, je l'avais pas tout de suite? De la passerelle. Oui. Parce que je pense que c'est VMware qui a entre VMware et pfSense, il y a des informations qui se sont perdues. Parce que tu étais en fixe en plus, non? Ou tu étais en DHCP? Ouais. Euh, donc a priori, il y a des informations qui auraient dû se perdre. Ou alors, à un moment, quand tu as fait entrer, ça a été un peu vite et du coup, il a zappé la passerelle. Mais du coup, voilà, c'est ça un point qu'il faut regarder, c'est si vous avez bien l'Upstream Gateway de configurer. Vous l'avez défini vous-même? Non, comme j'expliquais, du coup, ça va correspondre à la box, c'est ce qui va permettre d'aller vers Internet. Oui. Donc, en l'occurrence, comme ici on est en NAT, c'est l'équivalent de la box, c'est la passerelle de VMware, qui est déclarée dans les NAT settings de VMware. Et par défaut, si vous ne la changez pas, cette adresse sera toujours la deuxième adresse du réseau. C'est-à-dire que ça ne sera pas 10.0.0.1, ça sera dans notre cas 10.0.0.2. Ça, c'est toujours le cas. Si on configure pfSense mais pas sur une machine virtuelle, Hmm? en WAN, il faut mettre l'adresse IP publique. C'est ça. Non, pas l'adresse IP publique, l'adresse de ta box. L'adresse de la box. Oui. Parce que ta box, elle est dans ton pfSense, si tu es chez toi, elle aura, par exemple, en WAN, elle aura le 0.45 ou je sais pas quoi, le pfSense, je parle. Mais par contre, il a besoin de savoir que derrière lui, il faut qu'il passe par le 254 pour aller vers Internet. Et du coup, c'est comme si en Upstream Gateway, on met l'adresse IP publique. Non, tu mets l'adresse de ta box. La passerelle de tes autres PC, quoi, en fait. Ton PC, si tu fais pas tout passer par pfSense, sa passerelle, à la base, c'est 192.68.0.254, par exemple. T'es d'accord? Oui. Donc du coup, le pfSense, comme il est sur le même réseau, il faut mettre la passerelle qui est dans le même réseau. La passerelle, c'est toujours dans le même réseau que l'adresse IP de votre machine. Le seul cas, par contre, où c'est l'adresse publique qui est indiquée dans le comment il s'appelle, dans le pfSense, au niveau du WAN, c'est si vous n'avez pas de box ou que vous passez la box qu'on appelle en mode bridge, c'est-à-dire en mode transparent, et du coup là c'est pfSense qui va récupérer directement l'adresse de votre fournisseur. Donc dans ce cas-là, l'Upstream Gateway, ça sera l'adresse publique aussi, Okay. dans ces cas-là. Mais par contre, si vous passez par une box, il y a quand même du coup un réseau entre l'adresse publique et ton pfSense. Donc c'est pour ça que c'est pas l'adresse publique que tu mets en Upstream Gateway. Je
tu veux, dans les settings, moi j'ai pas vu le gateway là. Ouais. Et quand tu l'avais fait tu l'avais fait en manuel ou tu l'avais configuré par le... J'ai même fait manuel. Ouais. Bah, c'est bizarre que tu l'aies Je pas sais pas vu. comment. Bah, sinon, je te dis, c'est qu'à un moment, tu as peut-être appuyé un peu vite. Attends, on va voir si on peut On peut voir l'éviter. si on peut les lister, on peut les faire apparaître pour ne pas faire d'erreur. Hmm. Ah, après, normalement, tu la retrouves dans l'interface graphique. Je vais leur montrer où on la retrouve dans l'interface graphique pour vérifier derrière. Donc là, maintenant, j'ai configuré mon LAN. Parce qu'on voit que là, il m'a donné une adresse arbitraire. Parce que on n'est pas sur le réseau 192.168.1.1. C'est la carte qu'on a branchée, c'est celle qui était sur le 192.168.200 et quelques. Donc là, si vous avez un doute par rapport à ce réseau-là, vous pouvez faire directement, vous pouvez repasser cette carte en DHCP pour vérifier. Donc là, je vais faire l'exemple. Je vais faire 2 pour le 7. Je vais prendre le 2 pour l'interface du LAN. Et ici, je vais directement répondre en yes. Je veux pas par contre de DHCP sur l'IPv6. Je veux pas d'IPv6 tout court. Et je reste en HTTPS pour la configuration. Et donc là, on voit bien qu'il me trouve bien une adresse en DHCP en 192.168.200.131. Donc je vais la laisser comme ça pour l'instant. Je la reconfigurerai quand j'aurai l'interface graphique. Voilà. Donc après, je vais l'arrêter vite fait. Je vais faire un clone rapide. Comme du coup, je sais que... Oui. Pour les hosts en ligne, pour aller sur internet, on a quand même besoin d'un gateway ou... Oui, parce que s'il n'y a pas l'upstream gateway On va passer sur l'autre réseau. pour aller sur l'autre réseau, tu ne pourras pas. D'accord. Même si tu accèdes au réseau WAN, si du coup il n'y a pas cette passerelle-là, tu n'auras pas. Voilà, je vais faire vite fait un clone. F2, correction. Comme c'est pas bien gros, ça va aller vite. Juste par contre, il faut que je change ma carte réseau. Puisque du coup, celle-là pointait vers le 200. Maintenant, j'en prends une qui pointe vers le réseau 100. Donc, je la démarre. On le laisse redémarrer. Donc là, c'est des fois, si vous avez des doutes, vous repassez éventuellement le PSN sans DHCP pour être sûr, ou même le Windows pour être sûr quelle carte est reliée à quelle carte. Mais si après vous êtes bien organisé, que vous avez bien dit que le VMnet, vous avez noté que le VMnet 19 c'était le 100, le VMnet 18 c'était le 200 et tout, quand vous configurez les cartes réseau, normalement, il n'y a pas trop de risques. Normalement, le EM0 est censé être la première carte et ainsi de suite. Mais bon, il y a eu des cas où ça n'a pas été ça. Donc ici, je vais reconfigurer l'adresse du WAN. Puisque sinon, quand je vais rallumer l'autre, bah, je vais avoir un conflit, puisque j'ai mis en fixe. Donc, le WAN, c'est l'interface 1. Je ne veux pas de DHCP. Donc, 10.128.0. J'étais à 25, on va mettre 35. On est toujours en classe A, donc le 8. Là, l'upstream gateway, c'est là qu'il ne faut pas l'oublier. Parce que tu vois, là par exemple, si tu vas trop vite et que tu fais non,
Bah, du coup, tu skippes l'étape pour l'Upstream Gateway. Ça, c'est la première étape qu'on a fait, la première extraction. Ouais. On n'a rien mis. Oui. On a Oui, rien c'est ça. mis. Oui, on a. Ah, C'est pour ça qu'on c'est. peut pas. Ah, Je bah alors me perds c'est. comme ça, hein, quand j'ai- D'accord, bon, bah. pas faire l'exercice. C'est moi, j'ai mon cerveau qui a pensé plus vite que j'ai tapé. Donc non, effectivement, si effectivement lors de la première installation on l'a pas mis, effectivement vous pouviez pas l'inventer effectivement. Mais voilà, du coup c'est pour ça que vous avez plusieurs, du coup vous êtes retrouvé avec des problèmes d'internet même sur le NAT. Du coup. Donc ouais, non, bah, j'aurais vérifié ma vidéo. De toute façon, non, mais si vous dites que c'est ça, vous avez revu mes vidéos plus que moi, donc du coup 10.0.0.2. Ou alors j'ai voulu faire l'explication et j'ai oublié de le noter à la fin. J'ai fait une explication sur l'Upstream Gateway. Donc 10.0.0.2, ça change pas. C'est la passerelle par défaut. Je veux pas de DHCP en IPv6. Je veux pas d'IPv6 tout court. Je veux pas de DHCP sur le WAN. Et je veux le web configurator en normal. Là, on a mis le one sur le 10 Oui. Parce que Parce que- l'adresse du VMware même, c'est un 10. Oui, enfin, c'est parce que dans mon exercice, j'ai dit en 10. Après, on peut mettre ce qu'on veut. J'aurais pu mettre un réseau en 104, un autre réseau, j'aurais pu mettre 192, 168, 0, 0 comme réseau. Il y a stream, il reste 10. Non, parce que du coup, après le NAT, VMware adapte en fonction du réseau que tu lui déclares. Ah, d'accord. Si tu lui déclares 192, 168, 00 comme réseau, lui, il va mettre 192, 168, 02 comme gateway. C'est pour ça que je dis que la gateway du NAT de pfSense, c'est toujours la deuxième adresse du réseau que vous déclarez dans le NAT. Mais lui, par contre, il l'adapte automatiquement. Dès que vous lui avez validé le réseau, lui, il fait ses réglages directement. Mais après box, normalement, c'est 254. Oui, si effectivement vous en étiez en bridge, ça serait 0,254. Puisque c'est la box qui fait l'upstream. Là, c'est parce qu'on est en NAT. Effectivement, j'aurais dit de mettre l'exercice, le one sur le NAT, enfin sur le bridge, je veux dire. Du coup, là, le stream gateway aurait été effectivement 0,254. Hein? Pour l'adresse de la gateway de PSN, je vais remontrer. Là, je fais entrer pour valider. Je vais enlever la loupe et je vais redémarrer l'autre PSN. Comme ça sera fait. Donc, attends. Donc là, pour aller retrouver l'adresse, si vous ne savez plus où elle est, vous allez dans le Virtual Network Editor. Vous cliquez sur le réseau NAT que vous avez créé, là qui est en 10, et vous allez sur NAT Setting. Il n'y a même pas besoin d'aller sur Change Setting, vous pouvez le voir directement. Et ici, vous voyez Gateway IP du réseau 10.0.0.0, c'est 10.0.0.2. Et donc là, on fait Cancel. Et donc là, du coup, vous récupérez cette adresse-là pour la mettre en upstream. Après, ouais, tiens, je n'avais pas pensé à ça pour le... Oui. On utilise la même adresse sur les deux. Oui, parce que de toute façon, les deux sont sur le même réseau. Le même réseau. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'en y repensant, pour le VPN, on aurait pu tous se mettre effectivement sur le bridge et après configurer des réseaux d'autres. On aurait peut-être pu voir comme ça. Bon. C'est pas grave. On le fera peut-être pour un autre exercice. Donc voilà, là j'ai mes deux pfSense qui sont corrigés. Donc 10.128.0.25, 10.128.0.35. Il y en a un pour le réseau 100 et l'autre pour le réseau 200. Maintenant, du coup, après, quand vous créez les Windows, du coup, vous avez besoin d'un Windows qui va avoir l'adaptateur 19.
pour être sur le réseau 100. Et d'avoir un autre qui est configuré sur le réseau 18 pour configurer le pfSense qui est sur le 200. Donc là, je vais quitter ça. Donc là, par contre, étant donné qu'on est en host only, l'host only, comme j'ai déjà dit, il donne pas de passerelle aux machines. Donc sur les Windows, il va falloir que effectivement vous ayez forcé la carte en statique. Donc on va faire les paramètres. On va dans les options d'adaptateur, ou vous passez par le chemin que vous voulez pour aller à l'interface pour mettre en manuel. IPv4. Là, vous pouvez réutiliser éventuellement l'adresse que le DHCP vous a donnée, ou vous pouvez en prendre une autre qui est sur le réseau. Mais encore une fois, je rappelle, il faut faire toujours attention à ne pas prendre une adresse qui est déjà occupée sur le réseau. Sinon, il y aura un conflit d'IP, et donc il y a une adresse qui sera en APIPA ou qui répondra pas. Donc ensuite, on met le masque qui vous a été donné par l'IPconfig. Si vous faites un premier IPconfig, vous aurez récupéré du coup l'adresse IP et le masque. Et ensuite 192.168.200.129. Donc là, je vais le changer. Du coup, j'ai dit que c'était le 200, c'était 131. Oui, parce que là, du coup, j'ai pas pris de notes. Donc ça m'oblige à faire des allers-retours. Et la passerelle, le DNS, pardon, 131 aussi. Là, je fais OK. Donc il a détecté que j'avais changé de réseau parce que j'ai changé de passerelle. Là, je peux faire un cmd ipconfig pour bien confirmer. J'ai bien le 200.140 avec la passerelle. Ça, c'est bon. Donc là, je vais pouvoir accéder à mon pfSense. Après, j'aurais pu y accéder avant même de mettre la passerelle, puisqu'il est sur le même réseau. Mais autant mettre la passerelle tout de suite, comme ça vous n'oubliez pas par la suite. Donc 192, 168, 200, 131. Je sais que la connexion n'est pas privée. J'accepte. Admin, pfSense. Attention, il a tendance à prendre en compte les majuscules aussi dans le nom d'utilisateur. Parce que deux personnes qui ont eu des problèmes avec le nom d'utilisateur pour rentrer, ils disaient que le mot de passe n'était pas bon. En fait, c'est parce que du coup, s'il y avait une majuscule au A, le admin était avec un majuscule. Donc ici, on a le petit tutoriel. On peut revoir quelques éléments. On peut potentiellement rajouter éventuellement des serveurs DNS ici. Normalement, c'est pas obligatoire. Donc on va le laisser comme ça pour l'instant. Le serveur de temps, on le laisse comme il est. Ici, on est en statique. Et là, on est sur le one. Et là, on peut s'apercevoir d'un truc. C'est que même si je l'ai mis tout à l'heure, on voit que le stream gateway a disparu. Alors que je suis dans le statique, là, normalement, il aurait dû me retrouver mon stream gateway. On voit qu'elle a disparu. Ouais. Apparemment, il y a un truc qui a sauté. Donc, du coup, j'en profite, je la remets. Après, ça, c'est le DHCP, c'est d'autres réglages. Ici, on va débloquer ça. Parce que ça peut poser des problèmes pour les réseaux privés. Et comme ici, on est sur deux réseaux privés, on peut avoir des problèmes si on laisse ça. Après, en fonction de comment c'est configuré, on peut le laisser. Mais là, on va le désactiver.
Et celui-là, des fois, peut bloquer aussi. Donc là, pour l'instant, je vais le laisser, on verra bien. Au pire, je retirerai. Donc ici, on est sur le LAN, on voit qu'il est en DHCP. On peut pas pour l'instant le changer tout de suite. On le changera après. Non, mais en fait, j'ai pas vu pourquoi il m'a mis... Voilà, ça. Mais en fait, c'est au niveau du... Ici, il m'a mis un masque de 32. Alors que le masque est en 24. Le mot de passe, je le change pas. Pour pas se prendre la tête. Et je recharge. Donc ça, c'était pour celui qui était sur le 200. Et ici, je vais faire la même chose pour le 200. Donc on est à 131 aussi. Non, 132. Comme ça, les deux, ça sera fait. Pour le réglage de base. Donc, monsieur en entreprise, PFSense, c'est comme ça qu'on. Oui, tu accèdes par le LAN. C'est pour ça que c'est configuré pour y accéder que par le LAN. Après, en entreprise, ça peut être configuré pour y accéder qu'à partir de certaines adresses du réseau. C'est pas tout le réseau qui pourra accéder à cette page-là. Oui, mais ça, c'est maintenant au niveau des pare-feux qui va. Non, mais même oui, au niveau du pare-feu, tu vas régler Certains réseaux. que seulement certains réseaux ou même certaines adresses IP qui pourront accéder à pfSense. Donc là, je fais la même configuration sur celui-là. Donc là, pareil, on remet l'upstream gateway. Je redébloque celui-là. Voilà, et lui, je vais lui mettre sa passerelle. Enfin, on va modifier la passerelle plutôt. Comme j'avais déjà configuré une carte. Donc 132. 132. Là, on a du coup fait le réglage de base de pfSense. On a mis la passerelle, on a vérifié que les cartes collaient bien. Donc ça, c'est la première étape. Est-ce que jusque-là, il y a des questions sur cette étape jusque-là? Bon, moi, j'ai pas configuré tout ça jusqu'ici. Moi, je pensais que c'est une fois qu'on avait accès à PFSense, donc avec le réseau qui nous donnait, là, le TCP, Ouais. je pensais qu'il prenait en compte tous les réglages qu'on avait. Normalement, il est censé, mais là, comme on voit qu'il ne l'a pas proposé, est-ce que c'est une erreur ou pas? Je sais pas. Mais du coup, s'il le repropose là, bah, on le refait. Mais si déjà, effectivement, je vous avais pas dit effectivement qu'il fallait configurer l'upstream gateway, déjà, forcément, ça complique les choses, de toute façon. Donc ici, je vais aller si vous voulez, pour revoir s'il a bien pris le stream gateway, vous allez par exemple dans l'interface One, à partir de l'interface. Et ici, normalement, vous avez l'upstream gateway qui est bien affiché. S'il n'y est pas, vous faites Add New Gateway ou ajouter passerelle et vous mettez l'adresse IP de la passerelle. On peut en rajouter plusieurs, non? A priori, on peut en rajouter plusieurs. Mais après, il y en a une qui sera prioritaire. Monsieur, vous pourrez à la fin, quand vous avez fini, schématiser un peu, parce que j'ai du mal à comprendre comment on peut avoir deux. Je referai le schéma de ça, il n'y a pas de souci. Et après, du coup, maintenant, l'adresse LAN, on voit qu'on était en DHCP toujours. Maintenant, à partir de là, on peut la passer si on veut en statique.
Donc je vais reprendre la même pour éviter les problèmes de conflit. 192.168 100.132. L'upstream gateway, on n'en met pas parce que c'est du LAN. Et on fait save. Vous avez mis l'adresse LAN en statique. Oui, parce que normalement elle est censée rester en statique aussi. Pour l'instant elle était en DHCP. Ça change quoi qu'on change Après, ici, comme c'est un exercice court, on va pas forcément rester déconnecté très longtemps ou quoi. Ça va pas trop poser de problème parce que quand tu vas redémarrer ton pfSense, tu devrais récupérer la même adresse. Mais par exemple, la semaine prochaine, on n'est pas là. Enfin, du coup, vous n'allez pas forcément vous servir des pfSense, du coup. Et donc, du coup, comme le bail du DHCP de VMware est réglé, je crois, par défaut à deux jours, bah, ça fait que déjà, ou même après le week-end, logiquement, quand tu te reconnectes, ton pfSense aura changé d'adresse IP. Donc, du coup, c'est pas, ça pose problème. C'est pour ça que je dis que normalement, il est censé être en statique. C'est pour ça que la première fois, je voulais bien montrer en statique. Là, j'étais repassé en DHCP pour bien montrer qu'on pouvait vérifier quelle carte était quelle carte en étant en mode DHCP. Donc là, il met un peu de temps. Bon, on va faire le même mode de l'autre. Hein. On vérifie qu'on ait bien notre passerelle dans le WAN. C'est bon, on l'a. Et comme il met du temps, bon, là, on va le laisser en... On va le laisser en DHCP, là. J'ai appliqué, quoi. Ouais. Voilà. Après, on peut aller dans le pare-feu, dans les règles. Parce que là, pour l'instant, il n'y a rien qui passe à travers le WAN. Donc, on va activer au moins les règles d'Internet. De toutes les sources, vers partout, en 80. TCP/UDP, c'est l'équivalent de la IMC. Hein? TCP/UDP, c'est l'équivalent de l'IMC. Non. C'est juste que du coup, comme ça, tu ouvres les protocoles en TCP et UDP. Parce que par exemple, on a dit que le streaming est en UDP. Oui, ça ne revient pas. Donc ça revient pas. Mais si tu l'ouvres pas en UDP, bah, tu risques d'avoir des problèmes aussi pour le réceptionner. Donc là, j'ai fait copier. Donc j'ai juste à changer le port. Et je revalide. Et je vais refaire la même chose pour le 53. Je sais plus, j'ai demandé des trucs particuliers pour le SSH ou pas? Non. Non, ok. Donc je vais juste laisser passer ça. Donc le 53 DNS. Voilà, on va faire passer ça et on va faire passer les pings. Donc l'ICMP, on le fait passer de partout. Il n'y a pas de blocage, on ne fait pas de blocage particulier. On va faire la même chose sur le LAN. Donc TCP/UDP sur le 80. C'est celle-ci. Ensuite le 443. Et il nous reste le 53.
pour les premières règles. Normalement, c'est de tout, tous les opposés ouverts. Normalement, Là, pour faire des tests, oui, ça peut mieux permettre de faire des tests, mais normalement en entreprise, c'est pas présenté comme ça. En entreprise, c'est le contraire. Oui, mais là, si vous avez effectivement des doutes pour faire des tests, vous pouvez tout ouvrir pour faire vos tests, voir ce qui passe ou pas, et après, vous relevez la règle pour refermer des éléments. Euh, donc là, par exemple ici, on est sur le 200. Donc du coup, le 200, c'est celui qui va servir pour le proxy. Donc du coup, là, il va falloir laisser passer. Donc là, on va faire en custom. On va customiser ce qu'on veut laisser passer. Donc 31-28. Et comme je vous expliquais, en SSL, il se sert aussi du 31-29. C'est le proxy, ça. Ça, c'est les ports du proxy. Donc on va les laisser passer. Mais si après vous avez mis tout, bah, vous n'avez pas besoin de faire cette règle-là, parce que du coup, tout est ouvert. Les deux, c'est quoi? C'est là, c'est. Il y en a un, c'est le 31-28 par défaut, c'est pour l'HTTP. Et le 31-29, c'est pour le HTTPS. On est d'accord que le proxy, il a pas de protocole par défaut. Non, il a des ports que c'est par rapport aux ports que tu détermines. Ok, donc ça change tout le temps. Non, en fait, c'est par défaut, normalement, en général, c'est au moins, enfin, en tout cas, de Squid, par défaut, c'est 31-28. C'est ports par 31-28 et 31-29 par défaut. Et sur PFSense, c'est pas vérifier si on avait déjà un proxy installé, par exemple? Oui, bah, sur PFSense, si tu avais déjà un proxy, bah, tu vas dans ces réglages et tu regardes le port que tu lui avais donné. Ok. Si tu avais changé le port par défaut, bah, du coup, tu adaptes en fonction du port. Hein? VPN. Non, je crois pas, parce que je crois qu'il fait un peu de. Faut que je vérifie, là, je vais pas dire de bêtises. C'est quoi le protocole quand les ports normaux? Hein? Les ports en général, un port c'est lié à un protocole en général. Donc un truc que je remarquerai pour les ports, je sais pas si je l'ai remarqué quelque part, j'ai un doute si je l'ai dit. Quand vous configurez les ports, que vous reconfigurez les ports manuellement pour changer par rapport au port de défaut, il faut toujours le mettre au-dessus de 1024. Par exemple, normalement, si vous reconfigurez un autre SSH, vous changez le port du SSH, normalement, il faut le mettre au minimum à 1025. Parce que les premiers ports de 1 à 1024 sont appelés des ports réservés. C'est-à-dire que c'est réservé normalement à certains protocoles. Et donc, si vous mettez un port qui est là-dedans, vous pouvez en rentrer en conflit avec un autre protocole sur les 1024 premiers ports. Après, au-delà de 1024, il n'y a aucune règle particulière. C'est où Hein? C'est où qu'on configure ça justement? Et après les 1024? Bah, les 1024, c'est par exemple, on avait dit, même si je ne vous l'ai pas montré encore, c'était que par exemple le SSH, il a son port par défaut, c'est 22. Quand tu l'installes, c'est forcément 22. Et donc ça, j'ai dit que comme pour la sécurité, on pouvait remplacer ce port-là par un autre. Il y a un fichier de configuration dans le SSH qui dit que le SSH, c'est le port 22 par défaut. Et toi, tu peux lui dire non, pour moi, le port 22, ça ne sera pas le SSH, ça sera Enfin, le SSH ne sera pas sur le port 22, il sera sur le port du coup de 2350, par exemple. Mais normalement, tu n'es pas censé le mettre à, par exemple, 24. Tu peux rentrer potentiellement en conflit avec autre chose si tu le mets à 24. Normalement, tu es obligé, du coup, quand tu changes le port, de le mettre au-dessus de 1025. Donc ça, le squid... voilà, donc là, normalement, on pourrait le mettre aussi vite fait, TCP, UDP, custom 3128, 3129.
Voilà, là, on a configuré un premier. Avant d'aller configurer le deuxième, bah, du coup, on va commencer à configurer notre VPN. Parce qu'on a toutes les adresses qu'il nous faut. Donc on va aller dans VPN. On va aller dans IPsec. Donc là, on va ajouter le tunnel, c'est-à-dire la phase 1, P1. Là c'est le VPN. Donc oui, c'est ce qui va vous permettre de relier les WAN effectivement. Donc description, on fait tunnel du 200 vers le 100. Protocole IPv4. La remote gateway, du coup, c'est l'opposé. Donc c'est pour ça que là c'est intéressant d'avoir pris des trucs parce que je ne l'ai pas noté. 10.128.0.0. Alors celui-là c'est celui qui est au 200, donc c'est pas celui-là. On va vers le 100, donc le 35. On met une passe-phrase qui doit être identique entre les deux. Là, ici, effectivement, je pourrais me débrouiller, tenter de faire des copier-coller, des trucs comme ça. Ici, je vais juste mettre une phrase simple. Sachant que normalement, il vaut mieux que ce soit lui qui génère une clé directement. AES, du coup, on va mettre 256. SHA 256 à 2048 bits. Ça, on n'y touche pas. Et le reste des options, on n'y touche pas. Ça, c'était la phase 1. Ce qui va permettre de relier les deux pfSense ensemble et pour qu'après, il laisse passer le reste des informations. Donc après, maintenant, il ne faut pas oublier de faire la phase 2. Parce que là, pour l'instant, on a fait l'infrastructure du tunnel en lui-même. On a creusé le tunnel. Mais maintenant, il faut faire une route, une belle route qui passe à travers ce tunnel-là, qui va relier le réseau A au réseau B. Donc, du coup, on clique sur Ajouter P2. Add P2. Donc, c'est LAN du 200 vers le 100. Mode, on passe par un tunnel IPv4. On va de notre LAN. Non, là je suis toujours sur le premier. C'est juste que j'ai commencé par le 200. Donc là, soit on met le LAN, ou soit on met un réseau en particulier. Donc par exemple, là, le réseau local, c'est 192.168.200.0. Parce qu'on est en 24, donc il n'y a pas de sous-réseau. Ici, bon, j'avais qu'un seul réseau, donc j'aurais pu laisser LAN subnet. Mais si j'avais eu plusieurs autres subnets ou quoi, j'aurais pu aussi utiliser des réseaux. Ici, le réseau de destination. Donc si ici je suis sur 192.168.200, bah, je vais mettre 100. Et je vérifie les adresses. Donc je suis bien en 24. L'AES du coup, elle passe aussi à 256 bits. Et pour éventuellement éviter des conflits ou quoi, on décoche l'autre encryption qui est activée par défaut. Oui. Potentiellement, c'est en fonction d'où il envoie, qui intervient en premier. Potentiellement, tu peux avoir un conflit. C'est pas dit, mais tu peux potentiellement en avoir un. Donc, ça après, c'est bon. On save. On applique. Et donc là, du coup, de ce côté-là, on est prêt pour le one. Maintenant, je vais sur sur l'autre.
qui ne veut plus répondre. Euh, 30. Ah non, c'était 129. Ah non, ça c'est pas le bon. 100, 132, 200, 131. 100. Pourquoi il me le trouve plus? Pourtant c'est bien. 100. Ah non, c'est 100, 132. Alors, pourquoi il me le trouve plus là? Bon, bah là, je sais pas pourquoi il a pas voulu, donc bon, on va pas s'embêter longtemps. Donc, ah, ouais, donc il est bien 132. Ah, mais pourquoi il m'a mis un masque de 32? C'est normal que ça marche pas. Bon, bah du coup, comme on n'a plus d'accès à l'interface web, bah du coup, on va le reconfigurer ici. Parce qu'on voit que là, je sais pas pourquoi, alors que j'étais persuadé d'avoir mis 24, il m'a pris un masque de 32 pour l'adresse statique. Donc forcément, on peut plus y accéder. Ce masque, c'est pour les DMZ, c'est ça? Non, ça c'est le masque du LAN pour le NAT, pour Oui, mais il le sert à quoi ce masque 32? 32. Oui, ça normalement comme je vous l'expliquais, c'est vraiment spécifique à des cas, par exemple sur des data centers, pour être sûr que des machines, si c'est quelqu'un qui vous loue des serveurs, bah, qu'il n'y ait pas d'échange entre les machines qui seraient sur le même réseau. DMZ, faut pas mettre ça aussi pour qu'il n'y ait que les machines pour qu'il n'y ait plus de place. Quand il n'y a plus de place. Imaginons qu'il y a 4 serveurs. Mhm. Du coup, on met un masque où on a 4 machines. Comme ça, il ne peut pas y avoir une nouvelle machine qui se met dans le DMZ. Ah, tu veux bloquer en fait qu'il n'y ait que ces 4 adresses-là possibles. Que toutes les adresses soient déjà. Enfin, considéré comme si c'était déjà occupé, quoi. Oui, Bah, à ce moment-là, tu fais une réservation d'adresse dans le DHCP où tu mets ton DHCP que de 4 machines. Enfin non, parce que tes machines, elles sont en statique. Bah, de toute façon, si tu mets pas de DHCP, du coup, ils pourront pas se connecter. D'autres machines ne pourront pas se connecter dessus. Enfin, ça va compliquer les choses. Après, sinon, il faut que tu vises, mais juste 4 machines, tu vas pas. Je suis pas sûr que tu tombes sur un réseau, un masque qui a bien fonctionné. du coup, on n'utilisera jamais les masques 32, 31. Non, c'est assez spécifique. Parce que 31, tu mets deux machines. Tu as 4 adresses, tu mets 2 machines. Donc ça n'a pas d'intérêt, sauf vraiment sur des trucs spécifiques. Mais normalement, non. Donc j'en étais, oui, je voulais reconfigurer du coup ma carte réseau, parce que comme du coup j'y arrive plus à accéder à l'interface graphique parce qu'il m'a pas mis le bon masque, et bah c'est pas grave, je vais me faire mon adresse. Donc c'est le 2, le LAN. Donc non, je le veux pas en DHCP. 192.168.100.132 en /24 ce coup là. Pas d'upstream gateway parce que c'est du LAN. Pas d'IPv6. Pas de DHCP. Et là toujours le nom pour le configurateur. Voilà, normalement maintenant je devrais pouvoir y réaccéder. Voilà, ça marche mieux avec le bon masque. D'où l'importance de ne pas se tromper dans les masques dans un réseau. Donc du coup, bah, je vais configurer mon VPN de ce côté-là. Donc là, tunnel de 100 vers 200. La remote gateway du coup c'est 10.128.0.5 si je me suis pas trompé.
Celle qui est sur le 200, non, c'est 10 128 00. Oui, ça c'est le 200. Attends, pourquoi 00? Ah non, 35, c'est ça, là c'est sur le 100. 0,25, non j'étais pas sur la bonne. Donc 0,35 et 0,25. Donc là on remet la bonne clé pour qu'il n'y ait pas de problème d'échange. On remet à la même encryption, sinon pareil il peut nous poser des problèmes si les deux côtés sont pas encryptés de la même façon. J'applique ça et je refais la même chose pour le LAN. Donc ici c'est LAN 100 vers 200. Network local 192 168 100 0. Et on envoie pas vers l'adresse 192 168 200.0. Hein? C'est le tab qui n'avait pas voulu. Merci. Donc ici pareil, on retire celui-là, on repasse celui-là à 256 pour que les choses soient de la même façon des deux côtés. Et on valide. On applique. Ça aurait changé quoi si on avait mis pour destination, on avait mis ce pare-feu même? Ce pare-feu même, on serait arrivé, le VPN aurait envoyé jusqu'au pare-feu. Il serait bien connecté au pare-feu et tout, à la partie LAN de ton pare-feu. Mais par contre, il n'aurait pas été dans d'autres machines de ce réseau-là. Il ne serait pas sorti du pare-feu. Parce que tu l'as dit que la destination, c'est uniquement lui. Donc du coup, il récupère qu'une seule adresse autorisée. C'est pour ça qu'il vaut mieux, normalement tu attribues ton VPN à des réseaux. Ou des sous-réseaux s'il y en a plusieurs. Et là, du coup, ça sera plus seulement un tunnel entre deux PF5, ça va toucher cette machine. C'est ça, parce que c'est le VPN, il fait entre deux sites. Il y a la partie, la phase 1, qui est le tunnel principal que les données vont emprunter, qui protège le tunnel. Et après, la deuxième partie, la P2, tu dis le chemin, tu dis qui a droit de passer pour aller vers où à travers ce tunnel-là. C'est pour ça que tu peux avoir un tunnel, mais si tu as plusieurs sous-réseaux derrière, il faut que tu mettes autant de P2 que de sous-réseaux que tu veux passer par le VPN. C'est pour ça que je disais l'analogie avec les routes de circulation. D'abord, la phase 1, c'est tu creuses ton tunnel, tu fais l'infrastructure du tunnel en lui-même. Et après, le P2, c'est les différentes routes qui emmènent à différentes villes. Parce que à la sortie du tunnel, il peut y avoir plusieurs villes, donc tu décides de vers quelle ville tu veux aller. Voilà. Donc là maintenant, on va pouvoir le tester déjà. On va aller dans Statut. On va aller dans IPsec, puisque c'est là qui va nous permettre de connecter. Et ben là, on voit qu'il a déjà connecté. On n'a même pas eu besoin d'appuyer sur connecter, il nous a déjà connecté. Et là, on peut bien revoir qu'on va du local 128.35 vers le 25 et du réseau local 100, où on est actuellement, vers le 200. Donc là, par contre, si j'essaie de pinguer,
ça va pas marcher. Parce que si vous allez dans Firewall, règles, rules, ici vous voyez qu'en fait il a créé une interface IPsec directement. Donc ici il faut la régler. On va régler, on va juste faire passer le ping de toutes les sources vers toutes les destinations. Et on save. Là j'ai cliqué pour le log pour voir si on voit des messages. J'applique mes changements. Donc ça, ici, je vais aller sur le CMD. Donc ping, je suis sur le 192.168. Je vais aller au 200. Et la machine IP qui est sur le 200, elle a quelle IP, elle? IP config, elle a 140. Ce qui est normal ou pas? Attends, ce que j'ai corrigé. Est-ce que j'ai bien corrigé les passerelles? Ah oui, mais non, c'est normal. Là, je l'ai configuré sur le PSense côté 100. Mais je l'ai pas configuré, j'ai pas ouvert les ports aussi sur l'autre PSense. Du coup. Parce qu'il ne repartage pas automatiquement les règles entre les deux. Non, c'était là. On veut pas. On va remettre en permanent. On va essayer de vite fait de trouver pourquoi. Et si on fait le contraire, j'ai oublié de reprendre l'adresse. IP config 131. Donc là, ping 192.68 100.131. Et là on voit que ça ne veut pas non plus. Bon, je vais regarder, on va faire la... Est-ce que du coup au niveau du VPN, il y a des questions, des choses à revoir ou quoi? Est-ce que ça a été bien compris? Que du coup il faut croiser les passerelles. C'est-à-dire que si vous êtes sur le 200 et qu'il y a un WAN à 10.128.0.0 et que vous réglez le VPN de ce côté-là, il faut mettre du coup la passerelle distante, c'est le 10.128.0.5 qui est avec le réseau 192.168.100. Faut croiser, faut bien penser à croiser les choses. Parce que si vous ne le croisez pas, forcément, il va boucler sur lui-même, il n'y aura pas de jonction entre les deux. C'est ça surtout qu'il faut bien avoir pensé. Et après, normalement, de passer le niveau de sécurité à AES 256 minimum. Après, si vous oubliez et que vous laissez à 128 pour l'exercice d'ici, c'est pas gênant, ça fonctionnera, mais normalement, autant prendre l'habitude des sécurités minimum à employer. Après, il y avait les AES GCM qu'on a vu. Ça, c'est des variations de l'algorithme, mais après, il faut que l'autre côté, le côté opposé où vous vous connectez, sache gérer ce protocole. A priori, c'est pas le cas de tous les appareils qui peuvent le gérer. Donc voilà, ça c'était pour le VPN. Donc après, on avait vite fait le proxy.
Donc le proxy il est sur celui qui a 200. Donc le LAN à 200 c'est lequel ici? C'est le 200-131, oui je suis bête, de toute façon il y a l'adresse IP, donc 200-131 c'est celui-là. Donc là, pour mettre le squid, donc on va dans... Oui, oui. Donc du coup le proxy. Bon, je peux arrêter. Donc pour installer le proxy, on va dans le système, général setup. T'as passé le firewall, mais t'as pris les temps pour Je les ai mis, j'ai tout ouvert. Ah non, j'ai pas tout ouvert celui-là et ça le ping il veut pas passer. Là même en mettant sur le LAN, sur le WAN. Ce matin j'ai essayé, j'avais réussi à le faire. Hein. Et j'ai pas fait plus d'ouverture que ça. Donc qu'est-ce que ça me restait celui-là à tenter d'ouvrir. Je croyais l'avoir ouvert. Et oui, du coup, les VPN IPsec, OpenVPN et WireGuard utilisent des ports chacun et je vous les rajouterai au port, à la liste des ports. Donc, non, celui-là, il veut toujours pas. Bon, je vais pas tester un truc. Ping. Par contre, on voit que ça passe parce que là, j'ai Internet. Si je ping un site Internet, ça ping. Donc c'est je sais pas pourquoi là il veut pas. Hein. Donc je disais pour le squid. Donc on va dans le système, on va dans le packet manager ou gestionnaire de paquets. On va dans les packages disponibles. Et là c'est du coup squid qui est demandé. Donc du coup j'ai tapé squid et j'ai fait la recherche. Et là on va prendre le squid classique. Donc là ça confirme bien qu'on a bien internet sur notre pfSense, sinon on ne pourrait pas aller chercher ces packages. Donc là, on le laisse installer. Voilà. Donc là, une fois que c'est vert, maintenant, ça veut dire qu'il est bien installé. Il n'y a pas eu de problème. Donc maintenant, on va aller dans les services, puisque c'est là qu'on va le retrouver. On va aller dans Squid Proxy Server. Donc, comme j'ai expliqué, on ne va pas cliquer directement sur Squid Proxy, puisqu'il faut déjà configurer le local cache. Sachant qu'au niveau du cache, vous n'êtes même pas obligé de toucher quelque chose. Hein. Vous pouvez le laisser tel quel. J'avais pas demandé de réglage particulier ou quoi sur le cache. Donc il faut juste faire save. Maintenant on peut revenir dans le général. Et maintenant on peut cocher Squid Proxy. Maintenant on pourra le démarrer. Donc ensuite on choisit sur quel type de connexion on écoute, IPv4 ou IPv6. On dit quelles interfaces sont utilisées par le proxy, donc on peut utiliser aussi le WAN, comme ça ce qui viendra du WAN devra passer par le proxy. Ici,
on pourrait changer le port justement. Ici par défaut il y a 3128, on pourrait mettre un autre port. Après si vous changez le port, il faut bien faire attention à ce que le pare-feu soit bien ouvert. Après, donc là des fois ça peut régler de passer les sites en IPv4 au lieu de les résoudre en IPv6, ça peut résoudre certains problèmes. Après donc c'est le port transparent, mais ça on n'avait pas mis en place. Et après ici c'est pour filtrer le SSL. Mais il manque, si vous voulez filtrer le SSL, il vous manque par contre un élément, c'est le certificat. Et je crois que j'ai retrouvé pourquoi hier ça marchait pas. C'est un truc que j'avais pas coché, on va réessayer, on va voir si c'est ça. Donc ici, on active quand même le log pour voir essayer de tenter de voir ce qui se passe, il fait des choses. C'est quoi le log déjà? Hein? Le log déjà, Le log, c'est le journal de tout ce qui se passe par ce service. C'est-à-dire dès que tu as des données qui transitent par Squid et tout, bah, il enregistre les choses. Après chaque logiciel. Hein? Non, en général, enfin ça dépend du logiciel et tout. Là, normalement, je pense que ça doit être un fichier de type texte ou HTML où il garde les éléments. J'ai pas été vérifier le format qu'il utilise. Mais en fonction des programmes, ça peut être une base de données. S'il y a pas mal d'éléments et qu'il y a des trucs à reclasser pour faire des recherches et tout dans les messages d'erreur, effectivement, une base de données peut améliorer les choses. Ça dépend la taille et le volume aussi des éléments. Et ici, on peut cocher ça pour justement enlever certaines lignes du log qui sont répétitives mais qui ne nous concernent pas forcément spécifiquement. Donc là, je fais Save. Donc avec ça, on a réglé la base du proxy. Mais si maintenant on va le régler pour mettre aussi l'HTTPS, comme ça on va revoir si ce que j'ai dit c'était le problème. Donc on a dit que pour ça, il faut d'abord créer un certificat sur pfSense. Donc on va cliquer sur le petit i en dessous de CA. CA c'est pour Certificate Authority ou autorité du certificat. Et ici, vous voyez, il vous met directement le lien vers où aller dans pfSense pour créer le CA. Donc ici, autorité pour l'instant, il n'y en a pas, puisque c'est nous qui allons la créer. Il y a un certificat qui existe Oui, dans le deuxième onglet, oui, c'est le certificat pour accéder au web configurator de pfSense. Là, c'est marqué in-use par le web configurator. C'est lui qui l'a déjà créé, il sait qu'il fait déjà son contrôle de conformité avec ce certificat-là, qui est directement créé. C'est directement lié à pfSense, c'est lui qui l'a créé directement. Vous pouvez rapidement expliquer le principe de cache? Le cache, en fait, c'est de garder en mémoire, enfin, ou dans un disque mémoire sur ton réseau, des éléments qui ont transité par ton réseau. Donc, c'est-à-dire si quelqu'un va rechercher le même document, par exemple, tu as été chercher un PDF, le React par exemple, du coup, tu as été le charger, il y a Gobi qui va aller un peu après toi qui va aller le charger. Bah, du coup, plutôt que ça il le télécharge à nouveau d'internet, quand il va cliquer dessus, ça va le télécharger de ton cache, de ton proxy cache, directement de ton réseau. Comme s'il était hébergé sur un... Ouais. En fait, il stocke, il fait une liste des éléments qu'il a en stock et il compare quand ça arrive, il compare que
Quand c'est interrogé, il compare, il voit qu'il l'a déjà, donc du coup, il le renvoie. Ça sera disponible pour tout le réseau en fait. Oui, c'est ça. D'accord. Donc là, on met un nom. Donc oui, après, il sera accessible, mais uniquement si tu passes par le site où aller, ou que ça porte le même nom. C'est pas comme un partage de fichiers. Oui. C'est vraiment spécifique C'est dans pas un NAS, endroit spécifique. C'est pas comme un NAS. Donc là, on va mettre SSL proxy, par exemple. Donc internal certificat. Voilà. Et en fait, c'est ça que j'avais pas coché. A priori, quel problème? C'est que j'avais pas coché d'ajouter ce certificat directement en tant que valeur OK pour les systèmes d'exploitation. Donc ça veut dire si je fais pas ça, le certificat il va rester dans pfSense, il n'ira pas à l'intérieur des ordis pour dire que oui, ce certificat là c'est bon, si on passe par ce proxy c'est OK. A priori normalement de ce que j'avais regardé c'est ça. Donc on va revoir si c'est ça. Donc après ben, on reste en RSA en 2048. Ça c'est combien de temps combien de jours est valable le certificat. Par défaut il le crée, c'est 10 ans. Donc du coup, si vous mettez quelque chose en production, bah, au moins votre certificat il est là pour un moment. Il n'y a pas de problème à le résoudre. Ça on le laisse et je crois Le country, il faut mettre Europe, je crois. on peut mettre la France. Bon après ils disent que c'est pas obligatoire en fait. Mais bon, on va être au moins la France. Bon, de toute façon après il va pas aller à l'extérieur, donc il va rester sur notre réseau, donc c'est bon, c'est moins gênant. Voilà. Donc là je l'ai mis. Maintenant je retourne dans mon proxy. Si du coup on avait créé le certificat avant d'aller sur le proxy, la première configuration, on n'aurait pas obligé de faire l'aller-retour. Donc là, ici, je vais sur le SSL filtering. Displace all. Donc là, si on regarde le truc. Mais le SSL, c'est pas le niveau de la sécurité pour les HTTP? Bah, en fait, SSL, c'est un certificat de sécurité. Pour les domaines, non? Bah, ça peut être au niveau du domaine parce que les certificats sont distribués par domaine en général ou par site. Mais le HTTPS, par Oui, exemple. oui, bah, normalement le HTTPS pour qu'il fonctionne correctement, pour pas que tu aies les messages d'erreur, par exemple quand tu connectes à pfSense qui te dit que attention c'est peut-être pas sécurisé, c'est parce que du coup il a trouvé un certificat mais qui émane pas d'une autorité où tu as payé quoi. D'accord. C'est pas une autorité, ça c'est un certificat que toi tu crées. Donc il se dit tiens c'est bizarre, est-ce que y a pas c'est pas signé par Certisig ou Securisig ou des trucs comme ça où tu dois payer pour avoir un truc officiel et de plus avoir ce message d'erreur. Donc Ah, mais on peut le fabriquer nous-mêmes alors, c'est-à-dire, oui, il y a plusieurs sociétés, elles ont leur propre domaine, elles ont eux-mêmes leur propre certificat. oui, mais du coup D'accord. Ah, quand, c'est comme ça qu'on le fait? oui là par exemple c'est un certificat comme ça. Mais D'accord. par contre s'il fait une vérification effectivement avec Internet, avec les services, tous les certificats des trucs, il va dire attention, c'est que le certificat est pas signé d'une entreprise que je connais, ou alors il est un peu vieux, enfin, Il y aura un il y a des message choses qui ont changé. d'avertissement. C'est le message que vous avez à chaque fois qui vous disent attention, ça peut être dangereux, Ouais. continuez quand même. Si tu D'accord. as un certificat qui est bien fait, en bonne et due forme, et tout, tu peux éviter ces messages-là. Parce que du coup, il va vérifier que le message, il est bien authentifié d'un truc vraiment de confiance et tout. Donc là, le Splice All, on intercepte les deux interfaces. Le certificat, c'est ici qu'on le met, dans CA. Et après, normalement, on touche à rien de plus. Donc là, on le save. Voilà, ça, c'était les deux premières parties. Et maintenant, pour le tester, on va essayer de bloquer un site. Ou deux. Donc,
là les adresses, les domaines bloqués. Alors, on va mettre facebook.com et on va mettre microtel-torsi.org. Là, je mets ces deux-là parce qu'il y en a une qui est en HTTPS et l'autre qui est en HTTP. Le HTTP, je sais que ça marche. Et le HTTPS, c'est pour voir si ce que j'ai rajouté à valider fonctionne ou pas. Donc là, après, pas besoin de retoucher à plus. Sinon, j'avais pas demandé plus. Donc là, par exemple, on va essayer. Normalement, là, ça va rien faire. Là, j'y accède. Si je vais sur une autre page, j'ai pas de problème. Facebook.com. Comment ça se fait que ça marche? Ça marche parce que du coup, comme tu allais dire, je ne l'ai pas activé encore. J'ai créé les réglages, mais comme on n'est pas en mode transparent, il faut dire à la machine qu'elle doit passer par le proxy. Donc du coup, pour aller dans le proxy, on va ici, dans la barre de recherche, on tape proxy, et ça va nous amener paramètres du proxy sur la machine où vous voulez utiliser le proxy. Machine NAT, toujours. Bah, Sur Internet. une qui a accès au réseau 200, quoi. Donc là, du coup, le 200, il est... que je me trompe pas. C'est le 131. Donc ici, je mets 131. Le port, on le laisse tel quel. Ici, serveur proxy, des fois, pour éviter de se retrouver bloqué, on va mettre que la page 192, 168, 200, 131 n'est pas concernée par le proxy. Et on enregistre. On va le faire pour le 31-29 aussi. Non, parce qu'en fait, le 31-29, il intercepte les choses et il le redirige vers le 31-28. Voilà, donc là, on va aller ici. Voilà. Là, du coup, j'ai rafraîchi la page. On voit bien que ça s'est mis en route. Il n'y a pas de... J'ai plus accès à la page. Même si je reviens à la page racine, normalement, j'ai plus accès non plus. Bon. Oui, mais je crois que la page... Ah non, voilà. C'était le temps qui rafraîchisse. Parce qu'au début, on l'a vu, mais justement, il avait du cache. Et du coup, c'est le temps qu'il percute que le cache, il n'avait plus le droit d'y accéder. C'est pour ça qu'on a vu temporairement la page. Et là, on voit que c'est bloqué. Maintenant, si je fais ici. Donc ça, c'est que là, du coup, ça nous a mis le message d'erreur. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est si je vais sur Google. Voilà. Donc là, on va sur Google, on va sur le BIC. Là, ça passe. Alors que hier, quand on allait sur n'importe quel site, on avait le message d'erreur, comme quoi on ne pouvait pas continuer. Et là, on peut reconfirmer, d'autant plus que ça marche. Dans les ACL, je vais rajouter le bic.com. Là, a priori, c'est sauvegardé ou pas? C'est sauvegardé. Bon, on voit que ah ouais. Là, on voit que du coup, il ne met pas directement que c'est Squid qui a bloqué, mais on voit que la connexion, comme il trouve qu'elle n'est pas privée parce qu'elle passe par un proxy qui bloque des choses, bah, du coup, il dit qu'on peut pas continuer. Alors que par contre, d'autres sites, ça passe. Si je fais 01.net par exemple, lui, j'aurais pas de problème pour y accéder.
parce qu'il n'est pas bloqué dans le proxy. Alors que hier, comme j'avais pas dit d'envoyer le certificat dans la banque de données autorisée du système d'exploitation, du coup c'est pour ça que tous les sites se retrouvaient bloqués en HTTPS. Alors que là, on a bien vu qu'il n'y a que ceux détectés qui sont mis en route. Donc ça, c'était le réglage pour le proxy. Donc à ce niveau-là, est-ce qu'il y a des questions? Mais en fait, le cache, pour des raisons de sécurité, il vaut mieux le désactiver. Bah. Parce qu'on ne sait jamais. Après, c'est pour ça qu'après, là on a fait une configuration simple, et c'est pour ça que j'expliquais aussi que tu parles sûrement par rapport à des pièces jointes ou des documents Oui, qui seraient par exemple, potentiellement vérolés. Donc en fait, c'est pour ça qu'après, tu as d'autres réglages avancés qu'on a vus où on peut dire que certains éléments, par exemple les fichiers zip, bah, ils ne seraient pas gardés en cache. Mais après, de toute façon, pour qu'il y ait un problème, il faudrait que la personne derrière aille rechercher sur le même site le même fichier corrompu. Et donc du coup, même si on met pas en cache le fichier zip, si la personne de toute façon va sur le même site où le fichier zip était corrompu, le cache va pas bloquer le truc. Mais par contre, comme on a vu aussi, le proxy, avec pfSense en tout cas, on peut lui ajouter aussi un antivirus. oui, c'est vrai, justement. Oui. Donc du coup, si lui, tu actives l'antivirus du proxy, il va scanner tout ce qui rentre dans le proxy. Donc normalement, si sa base de données est bien à jour et tout, il devrait détecter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il va détruire le contenu vérolé. Il ne va pas le garder. Donc du coup, non, effectivement, tu as assez peu de risques logiquement que ton cache pose des problèmes. Si tu mets effectivement l'antivirus. Et l'antivirus du proxy, alors, il est plus efficace qu'un antivirus externe. Je dis pas, là je le connais pas spécialement, donc je connais pas son taux d'efficacité ou quoi, mais je me dis que normalement s'il est là, c'est qu'il est déjà suffisamment efficace. Après, étant donné que du coup lui va faire une première vérification et qu'après tu auras normalement un antivirus réseau, souvent en entreprise c'est des antivirus réseau, c'est-à-dire le serveur, c'est le serveur par où passent toutes les informations qui va scanner tout. Et après, il y aura des clients aussi sur les machines. Donc, c'est comme un déploiement. Ça marche comme oui, après, les clients peuvent être mis en place par déploiement. Souvent, c'est fait en sorte avec le MSI, par les GPO. Mais du coup, en fait, si tu as un proxy, tu peux avoir le proxy qui va faire un premier scan. Éventuellement, il va faire passer les choses. Pour une raison ou pour une autre, il a laissé passer un truc. Après, sur ton réseau, normalement, tu as un antivirus aussi qui va revérifier les données. Et après, quand ça arrive au niveau des postes, non, c'est quand ça arrive au niveau des postes clients que du coup, il y a le client qui revérifie ce qui arrive par rapport au serveur, à la base de données du serveur. En fait, c'est dans le réseau que ça va être le Oui. virus. D'accord. La base de données est stockée sur ton serveur. Tu as ton antivirus qui est déployé sur toutes tes machines. Et du coup, bah, quand un fichier arrive sur la machine cliente, ton antivirus vérifie le contenu pour vérifier s'il n'y a pas de truc. Et du coup, il est en contact permanent avec le serveur. Et le serveur renvoie les dernières bases de données D'accord. de l'antivirus. Et du coup, si tu as un proxy, tu peux avoir un proxy un premier contrôle. D'accord. Du coup, mais lui, il va scanner que le proxy, il va pas scanner les autres machines. Donc du coup, il n'y aura pas de conflit entre les deux antivirus. D'accord. Là, par contre, là où il y aurait un conflit, c'est si tu commences à déployer deux antivirus sur le réseau. Ou que quand tu as déployé tes antivirus, bah, on ne sait pas pourquoi, sur une machine ou quoi, il y a quelqu'un qui avait réussi quand même à installer un autre antivirus.
là, sur cette machine-là, il peut y avoir ça peut renvoyer des résultats bizarres. Parce que faut savoir que ça sert à rien d'avoir plusieurs antivirus. C'est au contraire contre-productif d'avoir plusieurs antivirus sur la même machine. Parce que sinon, ils vont pas forcément scanner les mêmes choses, ils vont avoir l'impression qu'il y en a un qui est un virus alors que c'est pas un virus, et ainsi de suite. Donc ça va être plutôt contre-productif. C'est vraiment très contre-productif d'avoir plusieurs pare-feux. Donc voilà. Mais du coup, le proxy peut faire aussi office de pare-feu en fonction de comment il est configuré. Je dis pas que ça soit forcément tous les proxys qui le fassent, mais en tout cas, là, le Squid de pfSense, il le propose. C'est pas obligatoire, mais il le propose. Hmm. Avec le pour le SSH. Ah, pour le proxy. Donc, tu as bien mis le certificat ou pas? Tu as créé le certificat ou pas? Ici, là. Ah non? C'est celui-là. Pour le créer le certificat, il faut aller ici, système certificat. Et il faut créer une autorité. Et donc là, on voit que mon certificat, il est valable de maintenant jusqu'au 24 juin 2034. Donc c'est pas exactement 10 ans, mais c'est un tout petit poil moins. Du coup, tu l'avais créé ou pas le certificat? Non. Donc voilà, ça, je pense que c'est pour ça que tu avais le problème. Donc voilà, là au niveau du coup de pfSense, on a du coup vu les différents éléments. Alors, un truc pour les blocages qui étaient connus, on n'a pas le droit d'accéder surtout Ouais. Bah là après normalement si je retourne ici sur le proxy, normalement on peut renvoyer des ACL. Normalement on doit pouvoir appeler une liste. Je l'ai pas fait, mais tu peux ajouter une liste. Mais je vous montrerai après une autre façon de bloquer des sites. Là, tu peux bloquer jusqu'à presque plus de 7 millions de domaines dans tout genre de sites pour justement éviter que les gens y aillent. Parce qu'effectivement, ici, il n'y a pas de proxy, il n'y a pas de blocage ici sur les sites. On a dit une autorité, hein, c'est ça? Oui, tu crées une nouvelle autorité. Et il faudra que tu la... Hein? Le nom, tu mets ce que tu veux. Il n'y a pas de... condition. Et après, il faudra que tu la rajoutes à ton proxy. Il n'y a pas Donc, de règles à rajouter au niveau il n'y a pas de règles à rajouter spécialement pour le certificat, le proxy, oui. bah du coup, si c'est le port 3128, 3129 qu'il faut ouvrir. Le proxy, Donc c'est pas fini là. Hein? C'est pas fini. Là après, bon, ça dépend ce que tu fais, mais effectivement, si on n'ouvrait pas tous les ports et tout, mais ce qu'il y a, c'est que là, du coup, j'avais tout ouvert. Quoi que si, là, je l'avais déjà mis en plus. Mais comme à un moment, j'ai tout ouvert pour faire des tests. Mais effectivement, t'as raison de demander. Effectivement, si tu as un pare-feu, il faut ouvrir la règle du pare-feu pour le Chaque fois, oui. proxy. Parce que sinon, il va pas le trouver. Ça va du proxy pour bloquer les sites, c'est surtout pour les écoles. Hein. Oui, par exemple, ou même en Pourquoi entreprise. l'entreprise ça va bloquer les sites? Hein? Bah, tout ce qui est les sites de jeux, les sites qui te permettent d'accéder à des flashs, à des paris, des trucs comme ça qui pourraient perturber du coup potentiellement la productivité des gens, quoi. Ah, le feu, Hein? Bah oui, normalement, s'ils font les choses bien, normalement, tout ce qui... Je sais que c'était... Bah, dans l'entreprise que j'avais avant, bah, dès que tu avais un site qui avait le mot games, jeu ou quoi, c'était bloqué dans le site. Dans les tags du site et tout, bah, le proxy bloquait
Donc Et tous les jeux. c'est pour les écoles, je pense. Hein? Ça peut être dans les écoles ou dans les entreprises. À Conforama, il y avait un proxy. Tous les postes passaient par un proxy pour faire du contrôle. Et il y avait des sites qui n'étaient pas C'est quoi, accessibles. c'est comme des regex, je sais pas, Hein? c'est comme des regex là sur Je suis pas trop sûr. les regex, non, c'est pour. C'est l'identification dans des sites, c'est ça? C'est qu'il y a des mots clés. Oui, en fait, les tags un peu, oui. Bah, oui, du coup, c'est des tags en fait, des ouais, mots clés. c'est ça. Et spéciales du qui coup, ressortent. il lit les tags du site. Et si dans les sites, il y a ça. Mais après, je sais pas s'il cherche. Je suis pas. Après, en fonction du proxy, je suis pas sûr qu'il cherche forcément que les tags. Il y en a qui peuvent aussi scanner toute la page. Et donc, s'il trouve des mots interdits, bah, il te jette D'accord, du c'est site. pas mal, ça. Même chez les Et donc, clients, en fait, bah, de toute façon, c'est ce genre de truc, c'est par exemple au niveau d'un pays, au niveau de la Chine, par exemple, pour bloquer tout ce qui est Google, bah, ils utilisent un proxy, hein. Ah ouais. Un proxy au niveau des entrées d'Internet de tout le pays, ils filtrent et dès qu'il y a Google, Facebook, Instagram, des trucs comme ça, c'est bloqué. T'as pas accès à ces services-là sans passer par un VPN, quoi. Un autre proxy. Hein? Ils peuvent faire un autre proxy ou Ouais. pour contourner. Oui, ben, enfin après les proxys transparents, C'est ça. parce que du coup dans les pays c'est des proxys transparents, justement quoi, c'est les plus difficiles à contourner. Un proxy d'entreprise, tu peux arriver éventuellement à contourner un petit peu, ou si les droits ont été mal faits et que tu as le droit de désactiver, alors sans demander à un administrateur ou quoi, tu peux arriver à débloquer les trucs. Mais normalement, si c'est bien fait, t'es pas censé pouvoir le contourner comme ça. Ah, monsieur, Oui. une fois, l'autorité créée. Oui. Donc tu retournes dans ton proxy, dans la partie SSL proxy. Et là, tu vas avoir un truc CA. À service, hein. Ouais. Non. Déjà, mode SSL, tu mets Splice All. Comme c'était le cas. Hein. Et Ah, ensuite, certificat. oui, le CA. Et tu choisis du coup le certificat que tu as choisi. Et normalement, après, c'est bon. Donc, on était où? Là, on a fait le proxy, on a fait le VPN. Du coup, on a vu qu'on avait ouvert suffisamment de choses pour avoir Internet sur les machines LAN. Donc, du coup, il restait le GLPI. Donc là, j'allume mon Ubuntu. Voilà, je me connecte. Donc, IPA pour confirmer mon adresse, donc je suis en 192.168.151. Donc là, je vais déjà essayer de voir si j'ai Internet. On voit que non, parce que il m'a donné une adresse du coup en host only. Donc du coup, j'ai pas de passerelle. Ou alors, j'ai pas mis la bonne passerelle quand j'ai fait l'installation. Donc, il y a un fichier qui va nous permettre de modifier ça. Et c'est aussi pour ça que je vous disais d'installer l'Ubuntu Server en mode statique. C'est pour avoir déjà le bon fichier bien préprogrammé. Donc ce fichier, il se trouve dans etc netplan. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc, je vais faire un cd /etc/netplan
net plan. Ça, du coup, pour aller dans ce répertoire. Là, si je fais ls, je vois que j'ai un fichier qui a été créé au moment de l'installation, le 00 installeur config. Des fois, il porte un autre nom. Hein. Ça, mais c'est dédié dans Oui. le serveur. C'est dans le serveur, en Ubuntu, pas forcément en mode serveur. C'est dans ce fichier-là, dans ce répertoire-là, que vous allez trouver la configuration de toutes vos cartes réseau. Donc là, si je rajoutais des cartes réseau et que je voulais les configurer, eh ben je copierais ce fichier-là et je changerais des éléments à l'intérieur pour adapter. Là, du coup, on n'a qu'une seule carte réseau. Donc, on va le modifier pour l'adapter. Parce que quand j'ai créé mon serveur, j'avais mis une passerelle. Mais comme du coup, là, j'ai changé de pfSense, du coup, ma passerelle n'est plus la même. Donc, du coup, il faut que je la reconfigure. Donc là, pour rentrer dedans, on fait sudo nano 00. Et là, plutôt que de retaper tout le nom du fichier, on appuie sur la touche tab pour tabulation. Et là, quand on fait ça, il nous termine le fichier. Nano, c'est CD, non? C'est Non, nano, c'est pour le traitement de texte. C'est un traitement de texte. En ligne de commande. Donc là, on fait entrer. Il me demande forcément mon mot de passe pour confirmer que j'ai bien les droits administrateurs. Et ici, on a le fichier. Toi, c'est le fichier que je te parlais, où toi, tu étais en DNS avec 4 lignes. Ouais. Du coup, si tu voulais passer en statique, il fallait recopier le fichier de cette façon-là. Je ne savais pas comment le faire. Bah après, du coup, c'était un peu plus chiant parce que du coup, tu n'avais pas forcément de SSH, donc tu pouvais pas recopier un fichier Voilà. trouvé sur Internet. Mais c'est pour ça que je vous mettrai quand même un fichier sur le serveur à un moment pour que vous ayez une base. Parce que du coup, avec le DHCP, on aurait peut-être pu accéder quand même en SSH à partir du même réseau, si tu avais une machine. Donc là, ici, par exemple, on voit route, la route par défaut. Tout default, c'est la route par défaut. Et on voit que j'avais marqué 100.10. Sauf que quand on a regardé la passerelle que j'avais, j'ai dit que c'était 100.132. Si je ne me suis pas trompé. Ici, on va dire que c'est 132 aussi. Et ça, c'est l'adresse. Mais ça, du coup... C'est le DNS. Là, le name server, c'est le DNS. Et ici, c'est l'adresse de la machine. Donc elle, on va la laisser. Si jamais on avait plusieurs interfaces, eh ben, on copierait ce fichier et on changerait l'interface et on changerait les adresses qui iraient bien avec. Même si on n'a pas configuré les adresses réseau au début de l'installation du serveur, Ouais. normalement les adresses là, ce sera affichées ou En fait, si tu as mis en DHCP, tu auras l'interface, tu auras l'adresse DHCP true et c'est tout. Donc après, si tu veux le passer en statique, il va falloir recopier à la main le fichier. Ou si tu arrives à être en SSH, à pouvoir refaire un copier-coller d'un fichier que je mettrais, un fichier temporaire, un fichier de base. Ouais, tu le copies et tu remodifies après tes fichiers. Donc là, 132, je vais quand même vérifier que ça soit bien ça. 100.132, c'est bien ça. Donc là, je quitte. Je vais pas sauvegarder parce que je crois que j'ai bougé un truc. Donc, je reprends mon fichier. Non, je vais pas changer. C'est pas grave. Donc, je la rejoins. Le 10 en 132. Parce que quand j'avais fait la première installation, bah, du coup, j'avais mis mon premier pfSense en 100.10. Et comme là, on a rechangé de pfSense, parce que pour une raison ou pour une autre, on a décidé de changer l'adresse du pfSense pour de certaines raisons.
au moins on voit qu'on peut le modifier. Donc là je fais yes, je sauvegarde. Et là, il y a une autre commande à faire pour confirmer. La commande c'est sudo netplan apply. Hop, je vais baisser un peu. Parce que si vous ne faites pas cette commande-là ou que vous ne redémarrez pas la machine, les éléments ne seront pas pris en compte. Les nouveaux éléments. Donc là, on fait entrer. Donc là, des fois, il peut y avoir un petit avertissement comme ça. Ça n'a pas empêché de mettre le chose, mais comme du coup, il a détecté qu'il y avait déjà une première route qui avait été créée à un moment, du coup, il peut y avoir un souci. Donc là, maintenant, je vais retenter le ping. Et là, maintenant, on voit que le ping, il passe bien. Il a mis un tout petit peu de temps sur le premier ping pour démarrer parce qu'il fallait le temps qu'il fasse son chemin, qu'il vérifie la route, qu'il sache par où passer. Mais là, on peut voir, même si je mets un autre site, c'est instantané. Donc maintenant, j'ai bien accès à Internet. Donc là, je vais rebaisser ça. Et maintenant, du coup, je vais mettre GLPI. Donc là, GLPI, vous pourriez soit retaper les différentes commandes qui sont dans le script, mais c'est perdre du temps, pour rien. Donc du coup, je vais me connecter en SSH. Avec le CMD, par exemple, on va changer. On va le faire sur petit. On peut le faire avec petit aussi, peu importe. Mais bon, là, j'ai pas mon icône de petit sous la main, donc... mais vous pouvez tout à fait le faire avec petit. Petite règle juste par rapport à la connexion sur le SSH à partir de CMD. Il faut mettre l'utilisateur sur lequel vous voulez vous connecter. Arrobase. Et du coup, l'adresse où vous voulez aller. Parce que si vous mettez juste l'adresse, il va essayer de se connecter en route. Et comme le route n'est pas autorisé par défaut à se connecter en SSH, il vous dira à chaque fois que le mot de passe que vous tapez est faux. Donc vous ne pourrez pas vous connecter. Alors que petit, lui, vous mettez l'adresse et après il vous demande à quel utilisateur vous voulez vous connecter. Donc il y a une petite différence dans la syntaxe de connexion. Donc là on fait entrer. Si tout s'est bien passé, que toutes les machines communiquent bien ensemble, on obtient ça. Ça marche pas si je mets SSH direct, le CP, et après il demande l'admin. Normalement, je crois qu'il ne demande pas l'admin. Je crois que quand tu mets... Hein? Je fais no, c'est ça? Non, juste on essaie avec SSH direct. Ouais. Moi, je pensais que c'était. Ouais, bon, ouais, bah, je vais montrer comme ça. No. Donc, là, pour montrer ce que ça donne, je vais juste mettre SSH, l'adresse. Donc, il détecte bien une connexion. Donc, on dit yes. Sauf que là, du coup, quand il demande un mot de passe, et bah du coup, si je mets mon mot de passe, C'est pas GLP, c'est formation. ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que normalement, on n'a pas créé avec Ubuntu, quand vous l'avez installé, il vous a pas demandé de créer un mot de passe route. Si vous regardez bien. Donc ça fait que formation qui effectivement va correspondre aux routes, bah du coup, il n'a pas de... Ça, c'est le nom du PC. Ouais. Ça, c'est le nom de de ma session, quoi. Donc du coup, il prend le nom en fait de votre session Windows pour se connecter. Donc c'est même pas le root, mais dans tous les cas, ça correspond pas logiquement à une adresse qui est sur le SSH. Donc c'est pour ça qu'il faut bien préciser l'utilisateur sur lequel vous voulez vous connecter. Donc là, je mets mon mot de passe. Voilà.
Donc là, je suis connecté directement au SSH sur ma machine. Donc du coup, maintenant, je vais faire nano, glpi. Bon, par habitude, je mets sh pour dire que c'est un script. Si vous oubliez de mettre le sh, c'est pas critique. Il saura derrière que c'est des commandes. Donc c'est pas critique si vous l'oubliez. Donc je rentre dans mon fichier. Bon bah on voit que du coup je l'avais déjà créé. J'avais déjà appelé glpi.sh. Donc là par contre, si mon fichier était vide parce que je l'avais pas encore créé, il aurait fallu faire un clic droit pour pouvoir coller. C'est-à-dire que je vais sur mon drive, je vais chercher mon script. Donc il est dans doc et tuto, Linux, script. Et là, script glpi. Donc là, je vais pas tout recopier. Je vais prendre juste le dernier morceau, par exemple. Pour un exemple. Je vais dans mon fichier. Je place mon curseur où je veux coller. Donc de toute façon, quand c'est vide, il est forcément au début. Et là, je fais un clic droit. Et là, on voit bien qu'il a collé ma commande sudo systemctl restart à page 2. Donc bon, je vais la retirer parce que ça sert à rien de la mettre en doublon parce qu'elle est déjà là. Mais c'est pour dire que du coup, c'est pas CTRL-C, CTRL-V qu'il faut faire, mais c'est copier de la façon dont vous voulez. Et après, pour coller, c'est un clic droit quand vous êtes en SSH. Que ça soit dans petit ou dans le SSH de Windows. C'est la même chose. Donc là, du coup, j'enregistre mon fichier. Comment il faut enlever les dièses, les commentaires. Attends. Ah oui, parce que j'avais... Oui, parce que j'ai déjà lancé. Donc attends, on va faire autre chose. No. Comme ça. Donc là, effectivement, comme on voit, j'avais commenté des choses pour pas tout refaire. Donc on va les refaire quand même. Voilà. Là, c'est comme si j'avais rien. On va faire même autre chose. On va l'envoyer vers glpi 2. Juste pour voir le déroulement quasi complet. Yes. Et donc là, pour relancer le script, il faut faire sudo sh. Comme ça, il sait que c'est un script derrière. glpi.sh. Là, on fait entrer. On met son mot de passe sudo. Donc là, il met à jour les éléments qu'il a. Il fait l'apt update. Ensuite, il fait l'apt upgrade s'il y en avait. Donc là, on voit qu'il y avait des éléments qui étaient à mettre à jour. Donc il va le faire. Ça, de toute façon, la plupart des choses que vous voulez installer, ça commence toujours par un apt update upgrade. C'est en fait avant il fallait mettre apt-get. Maintenant apt-get ça marche toujours, mais maintenant si tu mets juste apt ça suffit. Hein? Yum, ça c'est sur les bases, les Linux bases Red Hat si je me trompe pas. CentOS Red Hat c'est Yum qu'ils utilisent à la place d'apt. C'est l'utilité du logiciel elle-même. C'est juste la commande qui est un peu différente. Il y a peut-être des petites différences sur certains points, mais pour la base d'utilisation, c'est la même utilité. Mais c'est juste que comme c'est pas la même version de Linux, c'est pas la même base, la commande n'est pas la même. Oui, bah avec Ubuntu, on peut en installer aussi. Hein.
Et un serveur sur un conteneur, Normalement, s'il est fait pour, on doit pouvoir y accéder, on doit pouvoir le faire. Il y a des conteneurs, je crois, pour le LDAP qui existent. Je les ai pas testés encore. C'est-à-dire pour créer un serveur AD sous Linux directement dans un conteneur. parce que là, il accepte les conteneurs. Oui, oui. Il propose même à la base d'installer des logiciels de conteneurs directement. Même des VM. Hmm. Non, mais tous les Linux prennent et acceptent les conteneurs, hein. Donc ici, donc il a tenté d'installer MariaDB, il a vu que c'était à jour. Il a essayé d'installer les autres PHP, il a vu que c'était à jour, c'était déjà installé, donc il a pas remis. Ici, c'est les questions de sécurisation. Donc là, c'est yes pour l'Unix. On veut pas changer le mot de passe root. On veut enlever les utilisateurs anonymes. On veut désactiver la connexion du root à distance. On supprime la base de données de test. Et on reload les privilèges. Donc là, on fait entrer pour rentrer dans la base de données. Là, il a automatiquement créé la base de données et tout par rapport à ce qu'on avait demandé. Ensuite, il a été téléchargé le GLPI directement du site et ensuite il l'a extrait et il a déplacé les fichiers. Je sais pas si je vais pas remonter assez haut. Non, je vais pas remonter. Voilà. On s'aperçoit juste par contre qu'il y a 2 erreurs à la fin. Oui, enfin 3 mais qui découlent de la première. C'est que là du coup je m'étais dit je vais envoyer vers GLPI 2 pour montrer qu'il a bien créé un deuxième répertoire. Sauf que j'avais oublié de changer une ligne du script pour dire qu'il l'envoyait vers le GLPI 2. J'ai pas changé le... Il y a une ligne que j'avais oublié d'adapter. Donc c'est pour ça qu'il l'a pas recréé. Et à partir de là, normalement, vous pouvez aller sur votre navigateur internet, taper 192.168.100.151 slash le nom du répertoire que vous voulez accéder, c'est-à-dire GLPI dans notre cas. Et là, on accède bien à GLPI. Bon, j'accède pas à l'installation parce que j'ai déjà faite l'installation sur celui-là. Mais on accède bien à ça. Donc voilà. Et ça, l'avantage des scripts, c'est que du coup, vous pouvez, une fois que vous avez trouvé les bonnes commandes, vous les mettez de côté dans un script. Et comme ça vous permet de tout réinstaller rapidement. Par exemple, là, du coup, le truc que je vous montrerai pour faire le blocage, bah, pour installer sa base, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, vous pouvez faire un petit script ou directement aller chercher copier-coller les 2 lignes qui sont demandées parce que il n'y a que 2 lignes à faire, quoi. Mais voilà, pour tout ce qu'on installera comme service, je vous conseille du coup de faire un script, comme ça au moins vous pouvez après les réinstaller rapidement. Vous n'avez pas besoin de... Ou même si après dans votre script il y a des petits défauts, c'est pas grave, au moins vous avez toutes les commandes quand même, et au pire à ajuster ce qui va pas. Ça vous évite d'aller les rechercher à droite à gauche, tout le temps retourner sur un autre site pour aller voir. Au moins comme ça vous les avez sous la main. Bon, puis ça du coup on le verra, je pense on verra la petite base dessus vendredi, du coup, pour l'installation et tout. Ok, bon bah je vais vous laisser y aller là en 5 minutes, hein, pas le...